Bon, ici nous sommes sur la troisième partie du document de chimie, de méthodologie sur l'exercice de chimie minérale. Nous sommes sur la question F, à savoir, déduisons Ca ou Cb. Lorsqu'on détermine le point d'équivalence, on peut toujours écrire que CaVa est égal à CbVbe, ce qui implique que Ca serait égal à CbVbe sur Va. Cette relation sera utilisée lorsqu'on aura une réaction entre un acide faible et une base forte. Généralement, c'est la concentration de l'élément qui est faible qu'on va chercher. C'est pourquoi ici, l'acide sera quoi? Faible. Et la base sera forte. Mais par contre, si on a une réaction entre un acide fort et une base qui est faible, on aura la relation CaVaE. Parce que dans ce cas précis-là, pratiquement, c'est l'acide qui est fort. C'est pour lui qu'on connaît chaque fois. C'est lui qu'on va déterminer sur la courbe. Égal à CbVb. Et c'est Cb pour la base qui est faible qu'on va chercher. On a vu qu'en haut, pratiquement, c'était le Ca de l'acide qui était faible qu'on a cherché. Mais en bas, c'est le Cb de la base qui est faible qu'on cherche. Ça veut dire que, généralement, c'est la concentration de la solution faible qu'on cherche. À l'équivalence, on parle de dosage. Donc, c'est la concentration de la solution faible qu'on va chercher. Mais comme généralement, c'est des solutions fortes qu'on ajoute progressivement sur les solutions faibles, raison pour laquelle le volume à l'équivalence qu'on connaît est toujours le volume du corps qui est fort. On va l'illustrer ici. Si j'ai ça comme courbe et que j'ai pu tracer ici, ça veut dire que là, c'est progressivement un acide qu'on a versé. Donc, c'est ici, ça sera VAE. Et là, pratiquement, le volume à l'équivalence, ce qui sera lu ici, sera utilisé pour calculer dans la formule précédente. Mais si on a eu une courbe qui monte, ici, on a le point d'équivalence. Ça veut dire que le volume à l'équivalence est quoi? Est une base, ça fait VBE. Et c'est ce VBE là qu'on va utiliser dans la formule qu'on a vue précédemment. C'est tout simple. Donc, on peut retenir que pour calculer Ca dans un exercice après avoir tracé la courbe, ou tracer Cb après avoir tracé la courbe, ou calculer Cb, après avoir tracé la courbe, il faut repérer le point d'équivalence, déterminer les coordonnées de ce point d'équivalence-là et retenir la valeur du volume à l'équivalence. Et écrire toujours la relation CaVa égale à CbVb. C'est cette relation qu'on va utiliser et dans laquelle on va tirer le Ca ou on va tirer le Cb qu'on va chercher. On passe à la question suivante. Déterminer le pKa graphiquement et par calcul. Donc, on va déterminer le pKa graphiquement. Donc, comment déterminer le pKa graphiquement? Pour déterminer le pKa graphiquement, on dit ici que sur le graphe, le pKa correspond au pH à la demi-équivalence. Il avait expliqué.
Pour déterminer le pKa graphiquement, tu vas te servir de ta courbe. pH est égal à F de V. Donc on a la courbe ici, pH est égal à F de V. On a ici le point d'équivalence. Et là, on a le volume à l'équivalence. Donc ce volume-là, il faut le diviser par 2. Donc on aura ici qui est la moitié. Et faire la projection sur la courbe. Et arriver sur la courbe pratiquement, faire également la projection sur l'axe des ordonnées. La valeur qu'on obtient ici, on mettra pKa. Je réponds. Tu as tracé ton repère et tu as pu avoir ta courbe. Ici, tu as le point d'équivalence. Le point d'équivalence. Donc là, tu as le volume à l'équivalence. Ce volume-là, tu le divises par 2. Tu arrives ici. Tu as le volume à la demi-équivalence et tu fais la projection sur la courbe. Quand cette projection également, tu fais une projection sur l'axe des quoi? Des ordonnées. Ce que tu obtiens ici sera ton pKa. Voilà, voici comment est-ce qu'on obtient pKa graphiquement. Maintenant, comment obtenir pKa par calcul? C'est juste une formule. On sait que pKa est égal à quoi? Moins log de Ka. Ça veut dire qu'on devra calculer Ka et on pourra déduire la valeur de pKa. On passe à la question suivante, qui est de faire le schéma annoté du dispositif. Ce schéma-là, il te faut le connaître. C'est pas à négocier, il faut le connaître par cœur. Donc, j'explique le schéma. Alors, au moins vu en classe, les noms agitateur magnétique, barreau, agitateur magnétique, barreau aimanté, déchet, solution, ici, il y a mis point, de concentration inconnue. Donc, ici, où il y a les points, ici, on met dans les points, bon, on écrit à la place des points, le nom de la solution qui est comprise dans le bécher. C'est-à-dire que si c'est sur l'acide qu'on verse la base, c'est l'acide qu'on va mettre ici. Solution d'acide, tant. Et puis, ici, on va écrire pH mètre. Ça ne change pas, pH mètre. Et puis, juste dans la burette, on va écrire burette et mettre solution. Là, c'est ce qu'on va verser. Donc, si c'est un acide, solution d'acide de concentration et on met la concentration de la solution d'acide. Si c'est une base, solution de base de concentration. Voici comment est fait le schéma. Et en bas, on met le schéma du dispositif expérimental. On passe à la question suivante, qui est la question I, qui concerne le choix de l'indicateur coloré. Comment choisir un indicateur coloré pour un dosage? C'est tout simple. L'indicateur coloré à un dosage est celui dont la zone de virage renferme le pH à l'équivalence. Voyez ce qu'on fait. Un indicateur coloré a une zone de virage. C'est-à-dire qu'il y a un intervalle de valeur. Ça peut être 4,1 et puis 6. Donc, tu as tracé ta courbe. Tu as eu ici le point d'équivalence. Et ici, tu as eu le pH à l'équivalence. Ce pH-là, tu regardes sa valeur. Si sa valeur est comprise dans l'intervalle qui est ici, qui est la zone de virage, ça veut dire que cet indicateur coloré-là est bon pour le dosage. Si le pH à l'équivalence pratiquement n'est pas compris dans la zone du virage, il peut être en dehors, soit inférieur, soit supérieur à la zone de virage, alors l'indicateur coloré ne convient pas à ce dosage. Une remarque importante. Il peut arriver que pour des indicateurs colorés différents, je fais un exemple, ici j'ai peut-être 3 et puis 6, 3 et puis 6, et puis ici j'ai 5 et puis 9.
Et je constate que le pH à l'équivalence, ici, me fait 4. On voit que 4 est bien compris entre quoi? Entre 3 et 6. Et 4 également est compris entre 5 et puis 9. Donc, les deux indicateurs colorés sont bons pour mon dosage. Mais qui est l'indicateur le plus bon pour mon dosage? Ce que je fais pour le premier indicateur coloré, je fais 6 moins 3, j'obtiens 3. Pour le second indicateur coloré, je fais 9 moins 5, j'obtiens combien? J'obtiens 4. Je sais que 3 est petit que quoi? Est petit que 4. Ça veut dire que c'est l'indicateur coloré. Le premier indicateur coloré qui est l'indicateur coloré le plus précis pour mon dosage. Donc, si deux indicateurs colorés correspondent à un dosage, pour trouver le plus précis, on fait la variation des bornes de l'indicateur coloré. La variation la plus petite sera l'indicateur coloré le plus précis de mon dosage. Donc, on a ainsi répondu d'une façon très brève aux préoccupations sur les indicateurs colorés. On passe à la question suivante. Justifier que le pH à l'équivalence est supérieur à 7 ou que le pH à l'équivalence est inférieur à 7 ou que le pH à l'équivalence est égal à 7. On te dit que si le pH à l'équivalence est inférieur à 7, alors on a une réaction entre un acide fort et une base faible. Si le pH à l'équivalence est supérieur à 7, alors on a une réaction entre une base forte et un acide faible. Et si le pH à l'équivalence est égal à 7, alors on a une réaction entre un acide fort et une base forte. On va te l'expliquer tout simplement. Donc, si j'ai réaction entre un acide fort et une base faible, ici c'est l'acide qui est fort. Or, les acides ont leur pH qui est inférieur à 7. Ça veut dire que ici, le pH à l'équivalence sera inférieur à 7. Donc, pour une réaction entre un acide fort et une base faible, le pH à l'équivalence est inférieur à 7. Par contre, pour une réaction entre un acide faible et une base qui est forte, le pH à l'équivalence sera quoi? Supérieur à 7. Et pour une réaction entre un acide fort et une base forte, le pH à l'équivalence sera égal à combien? À 7. Donc, on va à la fin retenir que le pH se comporte comme celui de quoi? Celui qui est fort. Si c'est l'acide qui est fort, comme les acides ont leur pH qui est inférieur à 7, alors le pH à l'équivalence est inférieur à 7. Si c'est la base qui est forte, alors comme les bases ont leur pH qui est supérieur à 7, le pH eux sera comment? Supérieur à 7. Mais si les deux sont forts, comme il y a égalité, le pH sera égal à quoi? À 7. Donc il est simple de retenir ça. Donc quand on te fera une réaction entre un acide fort et une base qui est faible, il faut savoir que le pH E doit être inférieur à 7. Quand on te fera une réaction entre un acide faible et une base forte, il faut savoir que le pH à l'équivalence sera supérieur à 7. Et quand on te fera une réaction entre un acide fort et une base forte, il faut savoir que le pH à l'équivalence sera toujours égal à 7. On passe à la question suivante, qui est la question K. Espèce prédominante. Donc, on va prendre la formule de base. On sait que pH égale à pKa plus log de la concentration de l'acide sur... Non, on sait que pH égale à pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. On dit dans un exercice que pour une valeur de pH donnée, il faut dire qui de l'espèce acide ou basique va prédominer. Donc d'abord, on va tenter de comparer le pH. Je prends un exemple simple.
On avait dit que pH était égal à pKa plus log de la base sur ici l'acide, concentration. Base de l'acide. Donc, on prend dans un exercice pH égal à 3. Et tu sais que le pKa de ce couple-là égale à 5. On te dit qui de l'espèce acide et basique prédomine. Donc, si le pH fait 3 et que le pKa fait 5, on va écrire que 3 ici doit être égal à quoi? À 5 plus log de quoi? Log de la base en concentration sur quoi? Sur log de l'acide en concentration. De ce fait-là, il faut que cette entité-là soit inférieure à 0, soit négative. Donc, on aura ici simplement log de la base sur l'acide qui est comment? Qui est inférieur à 0. Ça veut dire que on aura concentration de la base sur la concentration de l'acide qui est inférieure à 1. Ça veut dire que la concentration de la base sera inférieure à la concentration de l'acide. Donc ici, pratiquement, comme la base est inférieure à l'acide, c'est l'acide qui fait quoi? Qui prédomine. Tout simplement. Exemple 2. On prend pH égale à pKa plus log de concentration de la base sur concentration de quoi? De l'acide. Point d'exemple, si j'ai le pH qui est égal à 8 et que le pKa ici est égal toujours à 5, je me rends compte que le pH est plus grand que le pKa. Ça veut dire que 8 doit être égal à quoi? À 5 plus quelque chose, plus log de quoi? Concentration de la base sur concentration de quoi ici? De l'acide. Donc il faut que cette entité-là, qui est la base sur l'acide, soit comment? Soit supérieure à 0. Donc simplement, on doit avoir log de la concentration de la base sur l'acide qui doit être supérieur à 0. Ça fait que la base concentration sur l'acide en concentration doit être supérieure ici à 1. Donc ici, on a la base qui doit être supérieure en concentration à l'acide. Donc on a ici la base qui prédomine quoi? Sur l'acide. Donc en définitive, on va retenir que si on constate que le pH qu'on nous donne est inférieur au pKa, ça impose que ici, c'est l'acide qui prédomine sur quoi? Sur la base. Mais par contre, sur le pH qu'on va nous donner est supérieur au pKa, ça impose ici que c'est la base qui va prédominer sur quoi? Sur l'acide. Mais on ne l'écrit pas, on va faire la démonstration qu'on a fait tout à l'heure. Et c'est ce qui est expliqué ici. Si alpha est supérieur au pKa, alpha c'est l'acide, alpha c'est le pH. Donc si le pH est supérieur au pKa, ça veut dire que log de la base sur l'acide est supérieur à 0. Donc la base sur l'acide est supérieure à 1. Ici c'est la base qui va prédominer. Je l'ai dit ici, si le pH est supérieur au pKa, la base va prédominer. Maintenant par contre, si le pH donné qu'on appelait ici alpha est inférieur au pKa, ça veut dire que log de la base sur l'acide est inférieur à 0. Ça voudra dire que la base sur l'acide est inférieure à 1. Donc l'acide est inférieur à la base. Donc ici c'est la base qui va prédominer. On passe à la dernière partie qui est le calcul de concentration. Une partie très importante en chimie minérale. C'est une question qui généralement ne manque jamais. Il faut calculer la concentration des espèces chimiques présentes dans la solution en connaissant le pH de cette solution.
Pour le faire, il faut d'abord identifier les espèces chimiques présentes dans la solution et par la suite calculer les différentes concentrations. Pour y arriver et pour être sûr de le faire toujours bien, il faut suivre un procédé. Donc, on va toujours utiliser d'abord le pH pour calculer la concentration des ions H3+. Par la formule, concentration de H3+ est égale à 10 puissance moins pH. On le sait tous. Quand on a fini ça, on va après utiliser le produit ionique de l'eau, qui est le Ke, pour calculer la concentration en ion OH-. Donc, OH- est égal à 10 puissance 14 si sur la concentration de H3+ qu'on a calculé précédemment. Ou bien dit que concentration de OH- est égale à 10 puissance pH- 14. C'est la même chose. On poursuit. Quand on a fini de calculer ces deux ions-là, il ne faut pas directement utiliser l'électroneutralité. C'est ce qui conduit généralement aux erreurs. Il faut d'abord s'assurer que la solution ne contient pas d'ions spectateurs. D'abord, avant d'utiliser l'électroneutralité. Donc, les ions spectateurs, c'est les ions Cl-, c'est les ions Na+, c'est les ions Br-, c'est ces différents ions-là. Mais on utilise en chimie minérale généralement le Cl- et le Na+. Donc, le Cl-, c'est un ion spectateur qui provient d'un acide et le Na+, c'est un ion spectateur qui provient d'une quoi? D'une base. Donc, tu fais attention à ton exercice. Si tu avais une solution d'acide et que tu as un Cl- comme ion spectateur, alors sa concentration est égale à Ca. Tu peux juste l'affirmer sans calculer. Si également tu as une solution de base et que l'ion spectateur c'est Na+, alors sa concentration est égale à quoi? Est égale à Cb, qui est donné dans ton exercice. Par contre, si tu n'as plus une solution et que tu as un mélange, c'est-à-dire que on a mélangé deux composés, dans ce cas-là, ça va changer. Si l'ion spectateur est Cl-, alors, comme c'est l'acide qui envoie l'ion Cl-, sa concentration serait égale à CaVa, parce qu'il provient de l'acide, sur quoi Va plus Vb. Mais si l'ion spectateur est un Na+, sa concentration serait égale à CbVb, sur quoi Va plus Vb, parce qu'il provient ici de quoi? De la base. Donc, on va retenir simplement que pour l'ion spectateur, sa concentration est toujours égale au nombre de moles sur le volume total. Si c'est l'acide, ça fait CaVa sur quoi? Va plus Vb. Si c'est la base, alors ça fera CbVb sur Va plus Vb. Là, le crayon n'écrit pas bien sur cette page-là. Donc, on ne va pas écrire. Donc, en premier, on utilise le produit ionique de l'eau. On calcule la concentration des ions H3+. En second, on utilise on utilise le pH. On calcule la concentration en ion H3+. En second, on utilise le produit ionique de l'eau. On calcule la concentration en OH-. Et puis après ça, on va maintenant regarder s'il y a des ions spectateurs. On va les calculer d'abord, comme je l'ai expliqué. Maintenant, s'il n'y a pas d'ion spectateur, on va utiliser l'électroneutralité. Donc, l'électroneutralité, elle est simple. Elle nous dit que la concentration des ions de charge positive est égale à quoi? La concentration des ions de charge négative. Ça, c'est simple à appliquer. Il n'y a pas d'explication à faire dessus. Là où c'est un peu compliqué, où il y a beaucoup d'erreurs, c'est la conservation de la matière. Il faut savoir que la concentration initiale est égale à la concentration disparue plus la concentration restante. Toujours. L'initial égale au disparu plus le restant. On suppose que tu as écrit une équation bilan.
j'ai un corps A plus H2O qui a donné son conjugué qui est B, qui est une base, plus quoi? Plus H3O+, comme on l'a vu précédemment. Donc l'acide A, que j'ai écrit comme ça, a donné son conjugué qui est la base B qui est là. On suit un peu. Et comme l'acide A est un acide faible, on va faire la conservation de la matière pour ces acides-là. Donc on dit que la concentration initiale égale à la concentration disparue plus la concentration quoi? Restante. L'initiale, c'est pour l'acide de départ. Quand il disparaît, il devient le conjugué. C'est ça. Et puis, il va rester lui-même. Ça veut dire que ici, j'aurai quoi? J'aurai concentration de A égale à quoi? Concentration de B plus concentration de quoi? De A, mais ici, restant. Il fait une équation bilan normale. J'ai AH plus H2O donne ici A- plus quoi? H3O+. Ici, c'est une solution d'acide. Donc, la concentration AH initiale égale à quoi? AH disparu plus quoi? AH ici restant. Mais le AH disparu égale ici à quoi? Égale à A-. Par conséquent, il va écrire ici que quoi? AH initial égale ici à A- plus quoi? Plus AH restant. C'est comme ça qu'on va utiliser la conservation de la matière. Donc, toujours le disparu égale au conjugué. Ne l'oublie pas. Quand tu vas écrire la formule, le disparu est toujours égal au conjugué. L'initial, c'est ce qu'on a dans l'équation bilan de départ. Mais on conserve toujours également les composés qui sont quoi? Qui sont faibles. Pour les forts, on ne fera pas de conservation de la matière parce qu'ils réagissent totalement. Donc, là où il y a la difficulté, c'est si au niveau de l'initial. Si j'ai une solution et que c'est un acide, l'initial serait égal à Ca. Il faut le savoir. Si j'ai une solution et que c'est une base, l'initial serait égal ici à quoi? À Cb. Mais si je n'ai pas une solution et que j'ai un mélange d'une réaction entre un acide faible, c'est là on fait attention, entre un acide faible et une base qui est forte, ici qui est faible, c'est l'acide qui est faible. J'ai dit qu'on conserve quoi? On conserve le faible. C'est pourquoi on fera CaVa sur Va plus Vb. Mais par contre, si j'ai une réaction entre maintenant une base qui est faible, une réaction entre une base qui est faible et un acide qui est fort, dans ce cas, c'est la base qui est faible. Donc, c'est la base qu'on va conserver. Ça fait CbVb sur Va plus Vb. Et à la fin, si j'ai un mélange entre un acide qui est faible et sa base conjuguée également faible, dans ce cas, les deux sont faibles. L'acide faible, base conjuguée faible. Donc, on conserve les deux. Ça fait CaVa plus CbVb sur Va plus Vb. Donc, dans le cas des réactions, on aura trois cas de figure. On peut avoir CaVa sur Va plus Vb. Ça fait l'initial. On peut avoir CbVb sur Va plus Vb pour l'initial. On peut aussi avoir CaVa plus CbVb sur Va plus Vb. Ça fait aussi l'initial. Pour retenir ça simplement, il faut te mettre en tête qu'on conserve toujours le faible sur le volume quoi? Total. Si c'est l'acide qui est faible, alors c'est CaVa sur Va plus Vb. Si c'est la base qui est faible, alors c'est CbVb sur Va plus Vb. Si les deux sont faibles,
ça fait CA-VA plus CB-VB sur VA plus VB. On vient ainsi déterminer les questionnaires concernant la chimie minérale. Je pense qu'avec ces 3 cours qui ont été faits, on peut s'en sortir aisément dans un exercice de chimie minérale. Donc, bonne chance à toutes et à tous. Ce document sera distribué gratuitement à tous les élèves. Il n'est pas payant. Donc, celui qui a besoin